Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. C'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous, Louise Micha, c'est ce qu'on appelle une marque ultra désirable. Depuis 2012, ce sont des vêtements pour enfants dans un style bohème chic qu'on adore. Des imprimés chatoyants et fleuris, des couleurs douces et actuelles, une inspiration indienne et lointaine. Tout ça fabriqué grâce à des savoir-faire d'exception et un travail fait main dans des ateliers respectueux de toute une chaîne de valeur, on va y revenir. C'est aussi des accessoires, une ligne femme et depuis 4 ans, une collection homme. Je suis donc ravie de discuter aujourd'hui avec Marie Pidancet qui est passionnée de déco et la talentueuse fondatrice de cette jolie marque. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu es bien installée ? Très bien. Parce que avant de commencer, il faut que je vous dise, je voulais remercier Julie Delévé-Dové qui nous accueille. On est chez Manifeste, qui est son agence de conseil en communication, qui est dédiée aux belles marques et aux maisons de savoir-faire. Elle travaille par exemple avec Boucheron, Degraine, Longchamp, Féaux-Boiseries. Je pense que ce sont les plus beaux bureaux de Paris. On dirait une maison de campagne. Il y a des poutres en bois, les pierres apparentes, les meubles sont chinés dans un goût extra. Enfin, ça doit être très inspirant et très créatif pour son équipe et elle de travailler ici. Donc je la remercie parce qu'on est super bien installés pour commencer cette interview pour parler déco. Oui, on est comme dans une maison de campagne à Paris. C'est ça, c'est fou, c'est assez drôle. Alors Marie, on est là, on va dire qu'on est devant une porte qui est celle de votre maison. Alors soit c'est votre maison en vrai, soit c'est une maison un peu fictive. À quoi elle ressemble à quoi elle ressemble ta maison de rêve ? Alors, il se trouve que je suis parisienne. Je vis à Paris, pas très loin du marché à Ligre, mais j'ai acheté il y a 3 ans une maison en plein dans le Luberon, à côté du village de Seignon, et c'est un peu la maison de nos rêves qu'on cherchait depuis plusieurs années. C'est un mât ancien qu'on a acheté très délabré et qu'on rénove depuis 3 ans maintenant. Il y a tout à refaire ? Alors oui, sauf la façade, on va dire. Mais sinon, oui, on l'a trouvé dans un état vraiment très délabré.
La visite qu'on avait faite avec l'agent immobilier avait été assez impressionnante. Au moment de partir, il était resté un peu plus longtemps pour fermer les volets et en fait, il a traversé le plancher de la salle à manger qui s'est effondré. Heureusement, il a réussi à s'accrocher et à remonter. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment une maison en très mauvais état. Mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait un très joli potentiel. C'est un peu la maison de nos rêves pour l'instant, puisqu'il y a toujours des nouveaux rêves et des nouveaux projets, bien sûr, qui arrivent. Et pourquoi dans ce coin-là ? Alors, je suis très attachée à la région. J'ai vraiment grandi avec les films issus des livres de Marcel Pagnol. Le château de ma mère, La gloire de mon père, c'est vraiment des films qui ont marqué très fort mon imaginaire. Manon des Sources, Jean de Florette. Et du coup, je sais pas pour quelle raison, c'est une région en fait qui me parle beaucoup et j'avais envie d'un endroit qui soit ressourçant, qui soit dépaysant et du coup on a cherché particulièrement dans cette région-là. Et comment tu vas l'imaginer cette maison ? T'as envie de quoi ? De quel style ? Alors on a déjà bien avancé en 3 ans. J'avais vraiment envie de garder. C'est très important pour moi l'histoire qu'il y a derrière la maison. Cette maison, je l'ai achetée. Donc le propriétaire auquel j'ai acheté la maison m'a raconté un peu l'histoire. Et donc en fait, elle appartenait à sa mère. Et il a grandi là quand il était enfant. Et sa mère a perdu son père pendant la guerre. Et donc, elle l'a transformée en guinguette pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et donc, elle a transformé donc sa cuisine en cuisine de restaurant, la pièce du fond en épicerie et donc la salle à manger et le jardin en guinguette, puisqu'il se trouve que sur le terrain, il y a une rivière. Et du coup, toute cette histoire derrière la maison m'a tout de suite beaucoup touchée. C'était très important pour moi de garder, de respecter un peu l'histoire de la maison. Et du coup, j'ai gardé pas mal d'éléments, des meubles, même des peintures que j'ai retrouvées. J'ai vraiment essayé de penser à est-ce que cette femme aurait été... Est-ce que ça lui aurait plu, le projet que je fais de sa maison? Donc j'ai vraiment pensé à la fois à cet aspect-là, respecter l'histoire de la maison, et aussi bien sûr j'ai apporté ma patte et j'avais vraiment envie d'une base très épurée, très blanche. C'est pour ça il y a beaucoup de béton ciré blanc dans la maison, pour pouvoir par-dessus rapporter plein de touches colorées. Et bien sûr tout le linge de lit Louise Micha qui est très fleuri. Je rapporte beaucoup de choses de voyage. Je voyage beaucoup en Inde, donc il y a beaucoup de pièces qui viennent d'Inde. Et je voyage aussi pas mal au Maroc. C'est 2 pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'artisanat. Et du coup l'idée c'était vraiment avoir un peu une page blanche sur laquelle je peux rapporter tous ces détails colorés. Et est-ce que ça va être très différent de Paris ? Alors, pour moi, c'est pas du tout la même chose de rénover une maison à la campagne et une maison à Paris. Un appartement à Paris. C'est complètement différent. La raison aussi, c'est que cette maison, elle est vraiment prévue pour accueillir des amis et de la famille. Donc déjà, elle est pensée différemment par rapport à cet aspect-là. Et puis, j'avais envie de matériaux plus bruts. Par exemple, tout le plan de travail de la cuisine est en béton. En fait, j'ai l'impression que à Paris, on va plus déjà, il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace dans lequel s'exprimer, alors qu'à Paris, on va plus essayer d'optimiser cet espace, de prendre chaque recoin de la maison. Là, j'avais vraiment de l'espace pour m'exprimer, et j'avais envie vraiment que, par exemple, la cuisine, elle est en bâti, elle est pas en menuiserie. J'avais envie que vraiment ça fasse partie intégrante de la maison. Pareil, dans la salle à manger, j'ai créé une banquette en bâti. Voilà, pour pas trop rajouter trop de mobilier, trop de choses par-dessus. Voilà, pour moi, c'est complètement différent. Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Alors, je me suis fait accompagner pour les points vraiment techniques de la maison. Par exemple, j'ai complètement fait recréer parce qu'en fait, donc la maison est accolée à une grange qu'on a rénovée ensemble. Du coup, la maison était séparée en 2 morceaux et donc il a fallu la réunir. Et à l'étage, il fallait passer de chambre à chambre. Et c'était très important pour moi de créer un couloir et de réunir les 2 parties de la maison. Et pour ça, il fallait changer toute la disposition de la maison et créer un nouvel escalier très très complexe puisqu'il devait traverser 3 murs porteurs, sachant que c'est une maison qui a été construite presque à la main. Enfin, c'était à l'époque, ils mettaient pierre par pierre et donc on enlève une pierre, tout s'effondre. C'est vraiment...
très très challengeant comme projet. Et du coup, pour la création de cet escalier, j'ai fait appel à un architecte. Ça s'appelle Bleu Banane. Elle est basée à Apt et elle a été vraiment super pour nous accompagner sur le projet. Après, toute la disposition de la maison, c'était vraiment important pour moi de le faire. Donc j'ai dessiné tout le projet moi-même. Ok. Alors, normalement, dans la visite de la maison, on commence par la cuisine, même si on en a parlé un petit peu, mais pour changer, je vais t'emmener dans la chambre. Je disais, tu as fait une collection home et du coup, ça va m'amener subtilement à pouvoir parler de ça. C'est quoi une jolie chambre pour toi? Une chambre dans laquelle tu te sens bien? Le linge-lit est très très important. C'est la raison pour laquelle on a lancé le linge-lit chez Louise Micha. Je fais une attention particulière aux matières. C'est très important et je pense que dormir dans un lit couvert de fleurs, forcément, ça peut que être positif. On a surtout c'est pas très connu, les gens ne savent pas forcément, mais on fait des housses de coussin en soie. Mais j'allais t'en parler parce que oui. Et c'est un petit peu, celles qui savent. C'est bon pour les cheveux. La peau? Alors, franchement, en fait, une fois qu'on a commencé à dormir sur des thés en soie, c'est pas possible de revenir en arrière. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de propositions sur le marché de jolis thés en soie avec des beaux imprimés. Et chez Louise Micha, ça fait quelques saisons maintenant qu'on les propose. Et en plus, c'est assez pratique parce que c'est tout fin. Donc ça se plie. Moi, je les roule et je les emmène avec moi quand je pars en voyage. Voilà, donc c'est très confortable. Bon, après, c'est un petit peu plus difficile. Je suis pas du matin, donc c'est encore un peu plus difficile de se lever le matin. Mais le linge de lit, c'est très important pour moi. Du coup, donc toutes les parures de lit sont en coton organique et on fait juste des housses de coussin en soie. Et du coup, j'aime beaucoup mélanger les imprimés. Donc, je peux avoir un drap de dessous dans un imprimé, la housse de couette dans un autre et les housses de coussin dans une soie imprimée d'un autre motif. J'aime beaucoup les mélanges. Ouais, c'est un peu la signature Louise Micha. On va revenir un petit peu sur le style, mais de mélanger les imprimés, les couleurs et même donc les textures. Complètement. Et puis aussi, ça permet, surtout dans une maison de campagne, quand on a plusieurs chambres, c'est un petit peu compliqué de faire les lessives et de prévoir que tout le set soit prêt ensemble. Là, l'avantage, c'est que les imprimés peuvent se marier ensemble. Voilà, ça n'a pas besoin de trop d'organisation. Et comment naissent les collections maison? Ce sont des déclinaisons, en fait, des collections femmes et enfants? Alors, la ligne maison, c'est vraiment la dernière ligne qui est créée. Je commence toujours par l'enfant, par la petite fille, qui est vraiment l'origine de Louise Micha. À partir de la petite fille, on développe la femme, qui n'est pas forcément la collection de l'enfant déclinée en femme, puisqu'on a des imprimés qui peuvent être différents, des matières qui peuvent être différentes, mais il y a toujours des échos. Par exemple, il y a un imprimé qui va être travaillé sur du coton en enfant et qui va être travaillé en viscose sur de la femme, par exemple, ou alors un imprimé différent en femme, mais qui va reprendre une gamme de couleurs qu'on a aussi sur l'enfant. Il y a toujours des échos entre les lignes. Et la ligne maison, c'est la toute dernière ligne qui est créée. Et en fait, elle arrive peut-être un mois après qu'on ait pensé la femme et l'enfant. Quand les imprimés commencent à sortir, je commence à tous les regrouper, les imprimés femmes et enfants, et on commence à regarder qu'est-ce qu'on a envie de chez soi et comment le mêler, qu'est-ce qui marcherait bien sur du linge de table ou plutôt sur du linge de lit. On fait aussi des accessoires, par exemple, on fait des gros rangements pour ranger tout le linge de lit, etc. Et donc, à partir de là, je choisis les imprimés et on les décline sur les différents supports. Ah oui, d'accord. Et alors, comment naît un imprimé? Parce que à chaque collection, ce sont des nouveaux imprimés? Alors, il y a beaucoup d'imprimés chez Louise Micha. Oui. Et c'est un peu c'est drôle parce que, c'est drôle et pas drôle, mais c'est un peu mon stress de chaque saison. C'est tellement important l'imprimé chez Louise Micha et il faut en trouver des nouveaux chaque saison. Et j'ai toujours cette peur de pas retrouver des coups de cœur. Et en fait, ça fait 10 ans, 12 ans même que si c'est le cas. En fait, c'est infini. C'est infini. Je travaille beaucoup avec des graphistes. Je travaille beaucoup avec des vintage aussi. Je vais chiner, je trouve des imprimés. Donc, je vais demander à la graphiste, est-ce que tu peux le retravailler avec ces coloris-là ou mêler ça avec cet imprimé, etc. Je voyage beaucoup en Inde. Donc, forcément, là-bas, c'est très inspirant. Je vois beaucoup de couleurs, d'imprimés sur le marché, que pareil, on va récupérer, retravailler. Enfin voilà, tout ça, c'est un peu, on mêle un peu plein d'inspirations, à la fois vintage et à la fois lors de voyages. Mais c'est infini, mais très cohérent. Donc je comprends peut-être la difficulté à se dire, on peut reconnaître presque un petit manteau Louise Micha. Oui. Donc comment justement tu travailles autour de ça, de l'ADN de ta marque, tout en se renouvelant?
Je pense que la marque, elle reste, même si on est une équipe, j'ai une super équipe, on est presque 45 personnes maintenant chez Louise Micha. C'est encore, c'est un projet très personnel. Du coup, forcément, tous les imprimés, je les valide avec mon équipe. Je pense que ce regard fait que ça reste. Il y a une cohérence en fait qui forcément se crée naturellement parce qu'il faut vraiment que j'ai l'envie d'avoir cet imprimé et j'ai des goûts assez définis. Donc voilà. Et quels sont tes goûts justement, tes inspirations? Mes inspirations, elles viennent vraiment de autant pour la mode que pour la déco. C'est deux points très importants chez moi. Je parlais par exemple des histoires derrière les lieux. Pour moi, c'est très important d'aller chiner, de travailler à partir du souvenir en fait. Donc il y a tout cet aspect vintage qui est très important chez Louise Micha et qui est très important aussi dans la déco. J'achète très peu de choses neuves. Et ensuite, bien sûr, le voyage. Qui est très inspirant pour moi, et en particulier l'Inde, qui est un peu mon deuxième pays, mon pays de cœur. J'aurais beaucoup aimé aller m'y installer, mais j'ai une famille très casanière. Donc voilà. Mais c'est un pays très inspirant pour moi, c'est un peu ma deuxième maison. Et qu'est-ce qui te plaît tant là-bas? J'ai l'impression que il y a beaucoup de liberté en fait au niveau de la création, parce que il y a beaucoup d'artisanat. Et en fait, en Inde, tout est possible. Tout est possible. Et ça, pour moi, ça a été une immense découverte de se dire, demain, je veux créer des vêtements, je veux créer des housses de coussins, je veux faire. Tout est possible en fait. Il y a toujours un artisan qui va suivre le projet. Et puis, ils ont un goût pour la couleur qui est juste incroyable. Enfin, il suffit de voir les femmes dans la rue et leurs saris. Enfin. Le porter du rose fuchsia n'est absolument pas une question. Alors que qu'en France, on regarde dans le métro quand même, c'est très monochrome. Donc voilà, c'est un pays qui me parle beaucoup, à la fois pour l'artisanat et pour la couleur. Ouais, oui, on peut s'arrêter sur cette notion d'artisanat parce que c'est fabriqué en Inde, mais très bien fabriqué avec des ateliers partenaires. Tu mets du cœur à bien les choisir. On travaille pas avec n'importe qui. Oui. On travaille pas avec n'importe qui, et j'y vais beaucoup. Et je pense que dans le textile, il y a plein de réglementations qui ont été mises en place, des certifications, etc., qui prouvent le bon fonctionnement de l'usine, le respect à la fois de l'humain et écologique, etc. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur sans aller sur place, sans rencontrer les gens, sans voir comment ils travaillent. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je fais avec mes ateliers. J'ai des ateliers qui ont vraiment grandi avec Louise Micha, qui était vraiment petit quand on a commencé avec eux et compris une grosse ampleur. Et je continuais à aller voir ces ateliers. Voilà. Après, je viens de finir un projet avec un atelier qui s'appelle Saeli Woman, qui est en plein Rajasthan, à côté de Jodhpur. C'est un projet qui est incroyable. C'est une femme qui s'appelle Madhu qui a monté cet atelier. En fait, l'atelier est situé dans une région très pauvre du Rajasthan, où il y a que des mineurs. Et du coup, les femmes n'ont pas de travail. Et donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté un atelier pour apprendre un métier à ces femmes et leur apporter un cadre déjà qui est sain, où elles sont vraiment protégées, où elles apprennent un métier, elles gagnent un salaire, elles peuvent venir avec leur enfant en bas âge, par exemple, et aussi elles subventionnent un bus pour permettre aux petites filles d'aller à l'école, puisque c'est très reculé. Elle a mis en place aussi la seule petite clinique, en fait, on va dire, du coin, pour que les femmes elles puissent avoir un accès aux soins médicalisés. Et donc, du coup, elle leur apprend différents savoir-faire qui sont très spécifiques de la région, comme par exemple la teinture aux fleurs. Là, par exemple, la robe que je porte, le jaune, c'est du marigold et le rose, ce sont des pétales de rose. Donc, la teinture naturelle ou la teinture avec des fleurs, la broderie à la main. Le handloom, qui est un métier à tisser à la main. Donc c'est très technique. Ça lui a demandé beaucoup de temps pour former ces femmes, beaucoup de temps aussi pour acheter métier après métier à tisser. Donc maintenant elles en ont 4. Et donc on a fait tisser des carreaux sur ces métiers à tisser. Et j'espère que je n'oublie pas un savoir-faire. Et ensuite il y a le block print, qui est un savoir-faire qui est assez connu en France maintenant. Donc c'est des tampons en bois qui sont gravés, qui sont plongés dans de la teinture naturelle, qui sont tamponnés sur les tissus pour créer des motifs. Donc tout est vraiment, c'est un process avec que des matières naturelles,
Elle n'emballe rien dans des sachets en plastique. Tout est emballé dans des tissus upcyclés pour qu'il n'y ait absolument... Il y a zéro plastique dans l'usine. Zéro plastique. Tout est pensé pour que ce soit un projet à la fois qui soit positif pour ces femmes et à la fois positif pour l'écologie. Et toi, comment tu l'as trouvé cet atelier, par exemple, s'il est très reculé ? Alors, c'est un hasard de la vie. C'est une rencontre via Instagram. Et du coup, je l'ai contactée. Elle m'a raconté son projet. Je trouvais ça incroyable. J'ai senti qu'elle était un petit peu inquiète par rapport à la taille de notre marque. Et je lui ai dit non, il faut absolument que je vienne te voir et que je vois comment ça se passe. Et donc, on est parti avec mon associée Claire jusque là-bas. Donc, c'est vraiment l'expédition, vraiment la grande expédition pour aller jusque dans l'atelier. Et en fait, quand on est là-bas, on a tellement envie de les soutenir. Et puis, c'est un projet qui les soutient, mais c'est pas du cadeau. On leur offre pas de l'argent, on leur donne du travail, en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant de leur permettre de développer ce projet. Donc ça, c'est la première collaboration est sortie là récemment. Il y a aussi un peu de maison, puisqu'il y a des housses de coussins qui sont... par exemple, que j'ai installé sur toute la banquette de ma salle à manger, des housses de coussins en coton qui sont teintes dans un coloris un peu moutarde, donc avec du marigold, et qui sont rebrodées de fleurs entièrement à la main. Il y a quelques pièces maison, et donc là, c'est le premier projet, mais l'idée, c'est bien sûr de continuer la collaboration par la suite pour continuer pour les aider à développer leur atelier. On parlait de ton style tout à l'heure, c'est un style un peu bohème. Alors, c'est un terme qu'on a quand même beaucoup entendu, le bohème chic. Toi, comment tu définirais ton style ? Alors en fait, l'essence de la marque, faut juste rappeler le pourquoi ça s'appelle Louise Micha. J'ai créé Louise Micha avec une amie qui est partie il y a 6 ans, mais donc on avait décidé d'associer les deux personnes fortes de la famille. Et donc Micha, c'est le surnom de la maman de ma première associée. Et lui, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, qui était une artiste itinérante. Elle était chanteuse lyrique et comédienne. Et donc elle a passé sa vie à voyager. Elle a eu plusieurs histoires d'amour. Elle s'est jamais mariée. Et dont elle a eu une histoire d'amour avec un Russe dont je suis descendante. Elle a voyagé en Angleterre, elle a passé beaucoup d'années en Égypte, elle a eu un autre enfant en Angleterre, enfin bref. Elle a une vie complètement incroyable pour l'époque et c'est un peu une figure importante dans la famille. Et quand ma mère m'a raconté son histoire, en fait, je me suis dit, je veux absolument associer ça à ma marque, en fait. C'est un peu l'essence de la marque et la raison pour laquelle j'ai développé cette marque avec cet esprit bohème. Ah oui, dans ce sens-là. Bon, l'histoire est jolie, ça change. On va bientôt quitter ta chambre. Il y a quoi sur ta table de chevet ? Des livres. T'as le temps de lire ? À Paris, j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais quand je descends dans le sud, je le fais. En fait, pour moi, il y a rien autre que la lecture qui me permette de déconnecter. Même un film, un voyage, une balade dans la nature, pour moi, je n'arrive pas. J'ai toujours l'esprit encombré de plein de questions et j'ai l'impression que le seul moment où vraiment j'arrive à me déconnecter, c'est la lecture. Et dans le sud particulièrement, j'essaye vraiment de prendre ce temps le soir. Ouais. Et est-ce que quand on travaille dans la mode, est-ce qu'on a un immense dressing ou pas forcément ? Si. J'ai beaucoup trop de vêtements. J'ai beaucoup trop de vêtements parce que j'ai que du Louise Micha. Maintenant, au fur et à mesure, j'ai dû faire de la place et je pense que je n'ai que du Louise Micha. C'est un peu dur. Chaque saison, je récupère des pièces et j'enlève, j'ai bien besoin de faire de la place, donc j'enlève des pièces, je les offre ou je les passe à mes sœurs. Non, j'ai beaucoup de vêtements, beaucoup trop. Comment c'est bien organisé ? Alors, j'organise par produit et j'organise par couleur. Donc oui, j'ai un peu cette contradiction en moi, c'est qu'à la fois j'ai cet esprit très bohème où je veux pas de règles, je veux cette liberté, etc. Et en même temps, je suis très organisée quand même. Et du coup, oui, j'ai besoin de repérer vite. Donc tous mes tricots sont triés par couleur. J'ai toutes mes robes à manches longues ensemble, mes robes à bretelles ensemble, les robes courtes, les robes, tout est trié par produit et par couleur. Alors, on va passer dans la chambre d'enfants. Elle ressemble à quoi, les chambres de tes enfants ?
Alors, déjà, j'ai un petit qui est arrivé, qui est plus si petit, il a 2 ans maintenant, qui est arrivé donc presque 10 ans après mon grand. Un petit peu basculé l'équilibre, on va dire, de sa chambre. Pour mon grand, c'est plus possible pour moi de lui imposer une quelconque déco dans sa chambre. Il est fan de foot, donc il veut mettre des affiches de foot partout. Donc ça fait longtemps que je suis passée à autre chose et que je m'occupe plus de la décoration de sa chambre. Voilà, mais sinon ça reste, que ça soit dans le sud ou à Paris. J'ai plutôt des meubles vintage. J'ai une ancienne armoire que j'ai repeinte où ils rangent leurs livres. Voilà, le mobilier en tout cas a du cachet, mais après la décoration est un petit peu partie. J'ai un petit peu lâché dessus, on va dire. Toi, tu voulais faire quoi petite? Et t'as grandi dans quel type de milieu? Alors moi, j'ai pas du tout évolué dans un milieu mode. J'ai des parents qui sont plutôt intellectuels, ma mère qui est prof de français, mon père qui écrivait des pièces de théâtre. Enfin voilà, pas du tout un univers mode, mais par contre très curieux, très ouvert. Il m'emmenait voir beaucoup d'expositions, il m'emmenait au musée. Je pense que ça m'a vraiment ouvert l'œil, on va dire. Mon père en tout cas m'a vraiment ouvert l'œil sur la couleur, sur la peinture. Voilà, donc c'est un milieu très curieux, mais par contre, c'est peut-être péjoratif de dire ça, mais en tout cas, pas du tout superficiel, on va dire. Et pour eux, la mode, c'était superficiel. Mais bizarrement, j'ai toujours voulu faire des vêtements depuis que je suis enfant. Voilà, je ne saurais pas comment l'expliquer puisque c'est pas venu de mon environnement, on va dire, dans lequel j'ai grandi, mais j'ai toujours su que je voulais dessiner des vêtements. Voilà. Ah, c'est drôle. Et alors, quel a été ton parcours après? Alors du coup, j'ai fait des études, je fais un bac littéraire avec une option art plastique. Et d'ailleurs, j'ai la particularité quand même, c'est que donc mon associé est une amie d'enfance. On est au collège depuis qu'on est ensemble. Enfin, on se connaît depuis le collège plutôt. Et donc vous avez grandi dans le sud? Non, pas du tout. On a grandi en région parisienne. Ok. On a grandi en région parisienne. On s'est rencontrés quand on avait 12 ans. Et donc j'ai fait des études, j'ai fait un bac littéraire option art plastique avec elle, et ensuite elle est partie faire des études à l'étranger pendant des années, plutôt dans le milieu de la pub et des études marketing. Et moi j'ai fait une école de modélisme. J'ai commencé en fait plutôt par la technique, donc apprendre à faire des patronages, apprendre à faire des moulages. C'était très important pour moi de comprendre en fait comment se construit un vêtement. Et ensuite j'ai fait une école de mode, j'ai fait l'école Chardon-Savard. Mais voilà, je pense que la création ça s'apprend pas en fait. Dans mes études ça a été très important, toute cette partie de plus technique on va dire, pour vraiment savoir monter un vêtement, le comprendre en fait. Par contre, la création, pour moi, ça s'apprend avec la curiosité. C'est une question de sensibilité. Et comment tu as eu l'idée de créer cette marque pour enfants? Alors, j'ai toujours voulu créer ma marque. Donc, on va dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à la création de Louise Michel en 2012 était dans l'optique qu'un jour je créerais cette marque. Donc, j'ai toujours appris les choses dans mes expériences professionnelles en me disant de quelle manière j'allais pouvoir l'exploiter plus tard. J'avais vraiment un but très clair. Et donc j'ai créé cette marque donc avec une amie en 2012. On avait toutes les deux en fait une fin de contrat et un chômage qui nous a permis en fait de lancer notre marque. Et on était toutes les deux très proches de nos nièces, toutes les deux très proches de notre famille et de nos sœurs qui avaient des nièces qui avaient des filles à l'époque de 4 ans. Et du coup l'idée était vraiment de créer une marque pour elles. Ah, c'est mignon ça. Voilà. De les habiller, tu veux dire? De les habiller. Alors, voilà, Louise Michel, ça part vraiment de beaucoup de naïveté. Même encore maintenant, je suis impressionnée qu'on en soit là. Mais c'est un projet vraiment très sincère. Très sincère. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans la mode femme et j'avais plus du tout envie de travailler dans la femme. J'avais envie d'un univers plus ludique, un peu comme une petite bulle. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer des vêtements pour mes nièces, qui sont maintenant adolescentes. Qui doivent être plus grandes. Et alors, justement, je vais t'emmener dans le bureau. Oui. Toi, t'es là, on va parler de ta casquette un peu d'entrepreneur. Toi, t'es quand même la partie un peu créative. Oui, alors moi, je m'occupe de toute la partie style et image.
Et mon associée Claire s'occupe de toute la partie plus business, financière, gestion de l'entreprise. Oui, voilà, ce que j'allais dire, comment on reste créatif et justement cet aspect un peu naïf qui fait quand même l'identité de la marque sans le perdre trop quand justement maintenant on est à la tête d'une société de 45 personnes. Oui, alors après je pense que je fais très attention aux personnes qui rentrent chez Lise Micha, que ce soit vraiment des personnes qui correspondent aux valeurs de la marque. Même 12 ans après, ça reste un projet qui est très personnel et que je fais avec beaucoup de sincérité, de tout mon cœur. Donc, je pense que ça se ressent et que la cliente, elle le voit, que le projet n'est pas un projet marketing, est un projet sincère. Ouais. Justement, comment ça se passe cette vie d'entrepreneur? Pour toi, ça se passe bien? Alors, je dirais pas que la vie d'entrepreneur est une vie facile. Je travaille énormément. Je travaille tout le temps. En tout cas, je pense que c'est aussi la particularité du textile. La particularité du textile, c'est que tous les 6 mois, il faut recommencer. C'est une nouvelle collection. Donc, on peut pas trop se reposer. Il y a tout le temps beaucoup de changements. Voilà, c'est une vie qui est très intense, où ma vie privée est complètement mêlée à ma vie professionnelle, c'est sûr. Après. C'est-à-dire? Quand je vais voyager, par exemple, je vais penser à ma marque. Je vais passer mon temps à chercher des inspirations en fait partout. Ça fait partie de ma vie. Mes enfants aussi vont beaucoup m'inspirer. Il y a une petite ligne garçon chez Lise Micha. Je pense à mes fils. Enfin, tout est mêlé, tout est ensemble. J'arrive pas du tout à cloisonner ces deux parties là de ma vie. Et quand tu dis tu travailles beaucoup, ça veut dire soirée, week-end, par exemple? Je travaille tout le temps, ouais. C'est vraiment... ça m'arrive de faire des pauses, des pauses quand même. Après, je suis quelqu'un qui aime travailler. J'ai besoin de monter des projets. J'ai besoin de faire des projets. Voilà, ça fait partie de mon caractère. Tu parlais de ton associé, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu as des conseils pour réussir cette association? Alors, j'ai de la chance d'être associée à une amie que je connais depuis qu'on est enfant. Donc, du coup, il y a une confiance en fait qui est totale. Et ça, c'est une chance énorme. Et je pense que Lise Micha ne serait pas ce que c'est à l'heure actuelle sans cette force-là. On est très différentes. Très complémentaires, on a un caractère très différent aussi. Et du coup, ça nous permet d'échanger. On s'améliore l'une l'autre en fait. Je n'ai pas vraiment de conseils sur une association parce que la mienne en fait elle est vraiment très particulière. C'est comme s'associer à sa sœur ou voilà. On sait que même si on a des désaccords, on trouvera toujours une solution. Et si on a un désaccord, c'est peut-être qu'il y a un souci à régler et qu'il y a quelque chose à faire différemment. Donc et ça arrive parfois? Bien sûr, c'est très souvent on est en désaccord sur des sujets, mais justement en fait c'est ça qui est riche parce que d'avoir quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec toi, tu grandis pas en fait, t'évolues pas. Et du coup, bien sûr, en fait, je pense que le plus important, peut-être que le conseil que j'ai, le plus important, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Je pense que c'est comme dans un couple. Même si on est très différents, si on a les mêmes valeurs à la base, tout peut fonctionner en fait. Et donc avec Claire, on a les mêmes valeurs. Des fois, on a des désaccords sur des sujets, mais on va en discuter. On va toujours trouver une solution. C'est pas, il y en a pas une qui va avoir raison et l'autre tort. On va trouver quelque chose qui nous convienne à toutes les deux et qui nous semble bien. Et ça nous permet aussi d'avoir une réflexion qui est toujours en continu en fait et qui permet de se développer. Il ressemble à quoi ton bureau? Alors, on va déménager d'ici un mois. Il ressemble beaucoup à Lise Micha. C'est un hôtel particulier avec un grand jardin de 800 mètres carrés avec un potager. Voilà, donc c'est un cadre incroyable pour un bureau. J'ai vraiment un gros besoin de liberté. J'ai pas, par exemple, tu parlais de bureau tout à l'heure, dans ma maison ou dans mon appartement, j'ai pas prévu de bureau. Je ne supporte pas travailler dans un bureau à la base. J'ai besoin de travailler un peu dans un salon, dans une cuisine, mais tout ce qui ne ressemble pas à un bureau. Et j'ai un peu cette même
aversion pour Louise Micha, je cherchais en fait un bureau qui ne ressemble pas à un bureau. Et du coup, là, cette maison, c'est une très belle maison avec beaucoup de cachets. On est en train de transformer les salles de bain en cuisine. Les salles de bain sont absolument incroyables, avec des carreaux peints de fleurs, des mosaïques avec des poissons au sol. Enfin, l'endroit a beaucoup de cachets. Ça correspond très bien à l'identité de la marque. Ah ouais. Tu vas faire tu travailles, souvent les mood boards. Oui. J'ai vu sur Instagram qu'il y avait quelques photos. Comment on travaille un mood board ? Alors, c'est vraiment un travail en continu. C'est-à-dire, tous les jours, si je vois une image, ça peut être sur Instagram, sur Pinterest, dans la rue, dans une exposition. Et bien sûr, j'ai mon équipe aussi qui cherche en continu des inspirations. C'est des choses qui se cumulent au fur et à mesure, et il y a un moment donné où on a envie de les exprimer. Et donc, à ce moment-là, on les met en page. Ça peut être aussi quand je pars en Inde et je vois un détail un échantillon avec un smoke hyper joli, et je me dis ça pourra servir pour la prochaine collection. Le mood board, c'est vraiment le point de départ d'une collection, et qui cumule en gros toutes ces inspirations qui se sont cumulées ces 6 derniers mois, et que je regroupe tout ensemble. Ça peut être des tissus, des photos. Ça peut être des tissus, des couleurs, des photos de quelqu'un que j'ai vu dans la rue. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de supports, donc c'est beaucoup à regrouper, mais ça peut être dans le téléphone ou en vrai dans un atelier en Inde ou sur un marché. Tout est inspiration. Oui. Alors on passe à la cuisine. Est-ce que tu aimes passer du temps en cuisine ou pas forcément ? À Paris, pas du tout. Je prends pas du tout ce temps-là. Mais justement, dans notre maison dans le sud, c'était vraiment important d'avoir une grande cuisine. Donc on a un grand îlot, on peut tous cuisiner ensemble dans cet espace-là. Et je trouve que c'est des moments super précieux et très important aussi pour les enfants. On prend pas du tout le temps à Paris. Et du coup, j'ai vraiment pensé cette cuisine dans le sud pour qu'on puisse cuisiner tous en famille. Ouais, c'est sympa. Et alors, tu vends beaucoup de nappes, de serviettes, etc. Ouais. C'est quoi une jolie table pour toi ? Alors, je suis une très grande fan aussi de vaisselle. J'adore Marion Gros, donc j'ai pas mal de vaisselle qui vient de chez elle. Je chine aussi pas mal. J'aime beaucoup tout ce qui est barbotine avec des fleurs, etc. J'aime bien mélanger, en fait. Tu as les mêmes goûts que Julie, chez qui on est ici. Je pense qu'avec Julie, on a beaucoup de points communs à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que dans le sud, il y a tellement de brocantes. Voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses. En fait, j'aime bien le mélange, de manière générale. Donc, je vais prendre une nappe Louise Micha fleurie, des sets, dans un autre imprimé. Je vais mélanger ça avec une assiette un peu plus, un peu plus authentique, un peu moins fantaisie, comme une assiette de Marion Gros par exemple, avec des très jolies couleurs, des verres qui sont chinés du marché de brocante un peu vintage. J'aime bien tous ces mélanges. Voilà. Alors, on va passer au salon. On en a un peu parlé. Quel type de déco c'est chez toi ? On va peut-être pas revenir. Tu veux compléter ? En tout cas, j'ai des canapés très confortables qui viennent de... On a fait une collaboration avec La Redoute cette année et on a développé un canapé en panne de velours moutarde et kaki. Mais j'ai pris les moutardes et pour mon appartement à Paris et pour ma maison dans le sud. Qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien chez toi ? Je pense que c'est ça, c'est le linge de lit, un bon canapé, des plaids, c'est tout ce côté cocooning, je trouve, qui est très important à apporter dans ton intérieur. Ouais. Et quelle est ta palette de couleurs ? Beaucoup de moutarde, beaucoup de rose, un peu de kaki. Donc ça, c'est plutôt une palette textile, on va dire. Par contre, pour les murs, donc dans le sud, c'est que du blanc et un peu de touches dans des bleus très doux, des verts très doux. Voilà, oui. Mais plutôt des couleurs froides. Et en fait, je dis ça, mais j'ai repeint quand même toute ma chambre dans le sud en rose, avec de la chaux rose. Avec de la chaux rose ? Oui. Alors, comment t'as obtenu ça ? Alors, juste à côté de la maison, on a un magasin qui est incroyable, qui s'appelle Ocre Chauvin, qui fait de la chaux depuis, je crois, 1910. Enfin, vraiment, c'est très, très ancien et c'est très typique de la région. Et c'est important pour moi aussi de peindre la maison avec des éléments qui soient
locaux, on va dire. Et donc, du coup, ils nous ont créé le mélange, ils nous ont créé la pâte et on l'a étalé. Et donc ça, typiquement, c'est toi qui l'as fait ou t'as Alors, pris la un peinture, entrepreneur? oui, on a fait la peinture, on l'a fait nous. Ah ouais, super. On l'a fait nous. Alors avec Louise Micha, en fait, c'est une marque qui est quand même pile dans l'air du temps, tout ce qu'on aime, et en même temps, toi, tu cherches pourtant une certaine intemporalité. Oui, c'est important de créer un produit qui soit pas trop éphémère, et je pense que l'intemporalité se crée quand on ne suit pas trop les tendances. Voilà, c'est une question d'envie, on a besoin de pièces qui soient à la fois féminines et confortables, mais je vais pas trop regarder ce qui se passe Et ailleurs. pourtant, t'es une marque qui est hyper tendance. Peut-être c'est juste écouter son instinct et puis sentir quand même l'air du moment sans forcément aller dans les tendances spécifiques en fait. Ouais. Il y a beaucoup de good vibes, de couleurs aussi. Comment on transmet ça dans des vêtements, des motifs? Ouais. En fait, c'est super important pour moi que Louise Micha dégage quelque chose de positif. C'est-à-dire que quand une cliente ou quelqu'un regarde un visuel Louise Micha, ça lui fasse du bien entre guillemets, que elle se sente pas qu'on puisse représenter une image qui dégage quelque chose de coloré, de joyeux, qu'on puisse représenter à la fois la maternité, mais aussi la femme qui n'est pas mère, l'allaitement ou pas l'allaitement, enfin qu'elle se sente bien en fait, c'est très important. La mode c'est quelque chose quand même de superflu. J'ai envie que ça soit un peu une petite bulle en fait de douceur, de bienveillance. C'est très important pour moi que ça se retrouve à la fois sur les vêtements et dans l'image qui se dégage de la marque. Alors en parlant d'image, on va aller dans la salle de bain. Tu te dis quoi quand tu te regardes dans le miroir le matin? Ah Jamais été très à l'aise avec mon image, donc je sais pas si c'est une bonne question pour moi. Si, justement, c'est une très bonne question pour toi. Est-ce que je me dis quoi? Peut-être que je suis pas très positive avec moi. Il faudrait que je le sois. Il faudrait que je le recherche aussi pour moi. Je sais pas. Je crois qu'en vrai, je me pose pas Toutes trop ces de questions. ouais. Je me pose beaucoup de questions, mais peut-être pas Tu te trop vois là-dessus. vieillir, par exemple? Tu le vois dans ton miroir que ton visage et que Bien tu sûr. changes? Bien sûr, je me vois vieillir. Et puis, je pense que l'entrepreneuriat, ça ramène sa dose plus vite. ça ramène sa dose entre les maternités et l'entrepreneuriat. Je pense que ça ramène sa dose de fatigue, on va dire. Après, je pense que je suis quand même plus indulgente avec mon corps maintenant, à 40 ans, que je l'ai été plus jeune. Peut-être que ça a moins d'importance maintenant aussi, et c'est la raison. Voilà. Après, c'est aussi, ça fait partie aussi de ma quête chez Louise Micha d'avoir des pièces qui mettent en valeur, mais qui soient aussi confortables. Voilà, c'est pour bien se sentir aussi dans son corps, quoi. Ça fait partie des valeurs de la marque aussi. T'es plutôt bain ou douche? Je suis plutôt douche parce que j'ai pas le temps. Après, dans notre maison dans le sud, on a en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur la disposition des pièces. Et au début, j'avais prévu donc notre chambre et faire une chambre pour chacun de mes fils. Et finalement, je les ai mis tous les deux dans la même chambre pour nous créer une très grande salle de bain. Parce que c'est vrai que c'est un plaisir qu'on n'a pas trop à Paris, c'est rare d'avoir des grandes salles de bain. Et donc là, j'ai transformé donc cette chambre en salle de bain et j'ai agrandi, j'ai fait une très grande fenêtre et j'ai disposé la baignoire sous la fenêtre pour pouvoir prendre son bain en regardant la nature. J'avoue que j'ai pas eu trop l'occasion encore, eu le temps d'en profiter. Mais donc du coup, vraiment dans cette optique de prendre des bains en regardant la nature et lire mon bouquin. Enfin, c'était un peu l'idéal. Mais voilà, ça demande du temps et puis voilà, je suis plutôt aux douches dans la vie de tous les jours. Alors, on va quitter la salle de bain. La dernière pièce, je ne sais pas si tu en as une dans ta maison, c'est une cave ou un grenier. Oui. Comment tu vis ces pièces-là? Est-ce qu'elles peuvent te faire peur ou pas forcément? Alors, dans notre maison dans le sud, on n'a pas de grenier, mais en effet, on a une cave. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien propriétaire, je pense que c'était trop émotionnel pour lui et il n'a pas voulu la vider. Donc je me suis occupée de vider toute la cave. Ça ne m'a pas inquiétée, mais en fait ça m'a permis en fait de découvrir beaucoup sur l'histoire de la maison parce que en fait la cave était remplie de souvenirs, de photos de famille, de cartes, d'objets. Enfin c'était assez incroyable de se plonger là-dedans. Et donc bien sûr j'ai rendu tout au propriétaire, mais
Mais c'était vraiment un peu... j'ai passé beaucoup de temps dans cette cave à la vider et d'être un peu dans un environnement comme ça, complètement isolé du monde, à plonger dans les souvenirs d'une famille et d'essayer de comprendre cette maison. Ça m'a fait beaucoup de bien, bizarrement. Je me souviens, c'était un été et j'ai passé, je sais pas, j'ai peut-être passé 2 ou 3 jours à la vider, à la ranger, etc. Et donc oui, ça m'a pas inquiétée, mais ça, au contraire, ça m'a permis de mieux comprendre le lieu. Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur ? Des choses qui me font peur dans une maison, tu veux dire ? Ouais, ou non, dans l'absolu, symboliquement. C'est vrai que si, peut-être que j'ai beaucoup d'imagination, donc en effet, je m'imagine toujours des histoires qui peuvent être effrayantes. Et c'est vrai que c'est pas pareil de vivre à la campagne et à Paris. À Paris, t'as des voisins au-dessus, des 2 côtés, donc t'es un peu protégé, on va dire. Et là, on a une maison en pleine nature, au milieu de nulle part, on va dire. Et c'est vrai que au début, j'avais un peu peur la nuit en me disant, si quelqu'un arrive, en fait, on est seul. Je pense que maintenant ça va. Je me suis habituée, mais c'est quand même pas pareil de vivre à la campagne. Il y a toujours des bruits, des bruits d'animaux. Voilà. Donc, je dirais pas que c'est pas des peurs, mais des inquiétudes que je peux avoir la nuit ou le soir. Voilà. Il faut que je protège mes enfants, quoi. Il y a ce truc un peu. S'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Où je les mets? Bon, alors on s'en va. On sort du grenier ou de la cave. Dernière question un peu rituelle. Est-ce que tu as un petit snobisme? Parce que là, on vient de parler de jolies choses, de bon goût, etc. Est-ce que je vais te donner des exemples. Ouais. Par exemple, Alice Roca, la première invitée de Stylé, elle déteste qu'il y ait des bouteilles d'eau en plastique sur la table. Tu vois, Charlotte Chenet, dans le dernier épisode, elle déteste prendre le Ouigo. Tu sais, le train qui n'aime pas du tout. Toi, est-ce que tu as un petit snobisme? Alors, je pense qu'en vrai, je suis très snob sur plein de points. Je pense que mon mari vous le dirait. Je déteste les porte-serviettes. Les radiateurs porte-serviettes dans les salles de bain. Je trouve ça affreux. Et je me suis vraiment bâtie avec mon entrepreneur pour prendre des vrais radiateurs en fonte qui sont pas adaptés à des salles de bain, mais je déteste les porte-serviettes. Là, ça me vient pas en tête, mais il y a pas mal de sujets sur lesquels je suis un petit peu bloquée quand même. Pareil, les bouteilles en plastique sur la table, c'est pas possible. J'ai acheté des jolies carafes en brocante. Je suis complètement d'accord. J'ai rien qui me vient en tête, mais je pense que j'aurais des centaines d'exemples à vous donner. Ouais. Ah ouais, excellent. Bon, on quitte la maison. Merci beaucoup, Marie. J'avais envie de dire merci, Louise, mais non. Mais ça doit arriver. Tout le monde m'appelle Louise. Ah oui, ça arrive très souvent. Ah oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Marie, et pour tout ce que tu nous racontes. Merci. Merci à toi. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.